Fin avril 2024, nous nous sommes rendus au Parc Floral de Paris où se déroulait le Salon Fantastique / Japan Party. Une convention dont nous avions entendu parler car on pouvait y rencontrer 3 noms emblématiques du doublage français de Doctor Who. David Manet. Ça a été un plaisir, Rose. Courez pour vivre. C'est moi, comme toujours. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Mark Weiss. J'ai traversé des univers où les lois de la physique étaient dictées par l'esprit d'un homme complètement fou. Et Marsha Van Boven. Docteur, que je suis sur le point de devenir. Un indice. Tu vas assurer. Une aubaine puisqu'ils n'avaient jamais fait de convention ensemble. Et outre leur panel sur Doctor Who, ainsi que les rencontres à leur table, le salon nous a autorisés à les interviewer pour vous partager leurs passionnantes anecdotes et leur humour piquant. Nous vous souhaitons un bon moment en leur compagnie. Donc vous êtes tous à Japan Party, entre autres pour vos rôles dans Doctor Who, donc je rappelle le 9e, 10e et 14e Docteur, le 13e Docteur et le 11e Docteur. Oui. On n'aurait pas triché sur le casting. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de travailler ensemble ? Jamais, je ne connais pas ces personnes. Oui, très souvent. On s'est retrouvés souvent au micro sur d'autres choses, hein. Mais oui, on se connaît bien. Oui, même en dehors. On fait des... Marsha, elle était dans une école de théâtre que moi j'ai faite. Elle était l'année, 2 ans. 2 ans en dessous. 2 ans en dessous. Ou même 3, je pense. C'était un peu vieux, toi. Et, on parle de l'IAD. Moi j'ai fait 1 an à l'IAD aussi. Pierre Fort m'a dit que je ne serais jamais comédien. Ah bah. Ouais. Comme quoi, il ne faut pas les écouter. Donc on se connaît déjà même avant longue de faire date. du doublage. Et après, David, on l'a rencontré aussi en studio. Au moment de la consécration. Voilà. Puis on a fait des workshops ensemble aussi. Oui. Typiquement, comment ça se déroule un enregistrement ? On est convoqué par un directeur artistique qui nous demande une disponibilité. On essaye d'agencer les disponibilités de plusieurs comédiens qui sont dans la même scène, en espérant que ça colle. On arrive en studio. On regarde, on nous explique le synopsis du film, par exemple, si c'est un film. Et puis, on regarde une boucle, là, on appelle ça une boucle, ce sont des parties. Ça dure 1 minute en général, c'est découpé. Voilà, un découpage. Et puis, on la regarde une deuxième fois si on a le temps. Et puis, on y va. Donc, effectivement, non, on n'a pas le script. Non, on ne peut pas regarder le film au préalable. C'est déjà arrivé une fois ou deux, je pense. On m'a proposé soit de regarder le film avant, mais c'est très rare. Mais généralement, il y a un truc de droit, enfin les prods nous Non, mais tu le regardes en VO, tu vois. Il existe déjà en VO, il fait une sortie plus tardive en français. Pas forcément, il existe en VO. Voilà. Donc on peut le regarder aussi en VO. Et après, t'as déjà une idée. Parce que moi, je préférerais le regarder en VO. Je veux savoir comment je dois faire. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai beau chercher, mais... On est belge, excusez-nous. Moi, quand j'étais en dernière année de conservatoire, il y avait au Valve une petite annonce comme quand on cherchait des comédiens voulant faire du doublage. Ça se développait. Vous êtes arrivé à un moment où... Oh, c'était déjà développé. Ouais, mais c'est vrai. Non, mais je dis ça sans aucune... Il n'y a vraiment pas de prétention. Nous, à l'IAD, il y avait un stage pendant notre cursus où on allait dans un studio qui s'appelait Dame Blanche à l'époque. Et alors là, on a pu s'essayer à des scènes pour voir si ça nous intéressait. Et donc, plusieurs d'entre nous trouvaient ça super, chouette. Et donc après, Daniel Nicodème a organisé un stage. Ça n'existait pas encore. À l'époque, il n'y avait pas de formation pour le doublage. Il fallait venir en studio, regarder, tout ça. Et lui, il organisait un stage du côté de Namur, on n'était pas très nombreux, et c'était une semaine, et suite à ce stage-là, ça s'est terminé un vendredi, et dimanche soir, il m'avait téléphoné, bah voilà, j'ai quelque chose à te proposer, et puis ça a commencé comme ça. Mes cochons. Non, moi j'ai dû payer pour faire ce stage. Et encore maintenant. J'ai payé pour le stage, et en échange du fait qu'on payait, il nous engageait 2 fois. Ça, c'était le deal de départ. Et j'ai été engagé sur une série qui s'appelait Neighbours, les voisins, une série australienne avec Kylie Minogue. Et en fait, par erreur, je crois, ils m'ont donné un récurrent. Et donc, mon personnage est revenu pendant 1 an et demi. Du jour où je suis rentré dans un studio de doublage, j'en suis plus sorti. Quelle chance. Mais oui, tout à fait. Et toi, Marsha, donc, ton parcours? Eh bien, moi, donc, à l'IAD, on avait, oui, aussi un stage, une sorte de stage en fin d'année. C'était chez Dubbing Brothers. Mais dis-nous. Ah, et tu parles bien anglais, toi, non? Merci. Ouais. Mais tu as vécu à New York? Non, très bien. Oui, 4 mois. Ouais, 4 mois à New York. Et en Flandre aussi un petit peu. Ça m'intéresse pas. Ah oui, c'est C'était 2 semaines. Et c'était dans le cursus de l'IAD. Il y avait une semaine avec Xavier Percy en dessin animé et une semaine avec Bruno Budin
en live. Et à la fin de la semaine, comme toi, Bruno Buda m'a contacté en disant « J'ai un rôle pour un film ». Et c'était le premier rôle de film. Wow. Et donc, ouais, franchement, j'ai trouvé qu'il était couillu de me proposer ça parce qu'il était couillu, Ah oui. qu'il avait eu Oui, du courage. Du coup. Les habitants du Pouillet. Parce que c'était un monsieur, Couillet près de Charleroi. ça avait été une dame, genre, qui avait des ovaires. Il y en a pas un pour rattraper l'autre. Cet intérêt ne sera pas utilisable. C'était un film espagnol, alors en plus de ça, il y avait plein de trucs qu'il fallait reprendre en espagnol, enfin c'était hyper compliqué. Oui. Et comment s'appelait ce film ? J'ai envie de dire The Ring, The Circle, El Circular. eh bien, The Round. The Rounds, quelque chose comme ça. À voir, à vérifier, peut-être si quelqu'un peut El voir Rondo. et me donner la réponse. Et ça, il y avait un avion dedans, voilà. Attends, je me demande si c'était pas un comédien français qui faisait le rôle principal. C'est ça. Comment ça? Oui. Qui doublait? Oui. Ça Oui, se fait. il est venu en Belgique faire le rôle. Ça se fait souvent, ça, les Ça échanges peut- de ça- pays Oui, ça arrive. Oui. Quasiment toujours, soit un comédien français qui suit un comédien vient le doubler en Belgique, ou alors les rôles principaux sont enregistrés en France et nous on fait des ambiances petits rôles. Ça, Il arrive aussi que ce soit l'inverse, c'est figure-toi. rare. Hein. Moi, j'ai eu la chance de faire un film avec Patrick Poivet. Ah ouais. Qui, lui, doublait à Paris. Et donc, je l'avais dans le casque à Bruxelles. Et moi, je doublais à Bruxelles et lui à Paris. Est-ce que vous êtes uniquement spécialisé dans le doublage ou est-ce que vous avez aussi d'autres activités Je crois qu'on a tous les trois, on a fait des livres audio. Ouais. Mhm. Moi, je fais surtout du doublage. Parfois un tournage, un peu de théâtre, mais il y a longtemps que j'en ai plus fait. C'est surtout concentré doublage, en ce qui me concerne en tout cas. Moi, j'écris aussi des pièces de théâtre que je joue avec une compagnie. Ouais, des audios, des pubs radio aussi. Qu'est-ce qu'on fait ? Intermarché. Tu fais les voix. Tous Ensemble unis contre la contre vie la chère. vie chère. Votre attention s'il vous plaît, le salon ferme Voix ses Intermarché, portes. Nous belge. vous retrouverons avec plaisir demain. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée, Ça, bisous, hein. ça, tu ferais super bien Salut, par hein. exemple. Bonne soirée Non, tout le c'est vrai, monde. je t'entends tout à fait. Là, toi. Rendez-vous demain. Bonne soirée. Et toi, Marc, est-ce que tu fais autre chose? Oui, moi, je fais plein de trucs. Attends, moi j'ai pas fini. Ah, On si, fait plein de si. trucs. On arrive au bout, franchement. Oui, Je c'est ça. fais aussi un peu de cinéma. Oui, français. c'est vrai, oui. Enfin, j'ai un enfant. Ouais, non, mais ça n'a rien à voir, on parle professionnel. Bah, c'est du boulot, hein. Oui, ah, Ouais, moi, j'en ai 3, moi, tu vois. Donc, Non, non, on dévie. Ok, allez, vas-y. Donc, professionnellement, oui, soyons concrets, soyons... Alors, moi, j'ai fait beaucoup de théâtre jeune public. Bah, je fais aussi un peu de télé, un peu de radio, un peu de cinéma. Moi, j'ai aussi une compagnie, de la mise en scène, en théâtre. Et voilà. Est-ce que t'as pas monté les marches de Cannes, toi, l'année passée ? Ouais. J'ai eu la chance avec le film de Lucas Dont, Close. C'était un très beau film, qui a reçu la Palme d'Or. J'avais un petit personnage dedans, le papa du personnage principal. Et pour quel rôle êtes-vous le plus reconnu ? En doublage, moi c'est Doctor Who et Cole dans Ninjago. Moi, je dirais Doctor Who sûrement, James dans Pokémon, et il y a une série qui s'appelle Rick et Morty, dans laquelle je fais Jerry, Voilà. et pas mal de gens m'en parlent. Oui, moi je dirais. En fait, ça dépend des gens, ça dépend des générations. Je vois bien, il y a des générations, c'est le truc Disney là, Disenchanted, c'est le troisième film de ça. Il y a aussi effectivement Naruto Kuronai, ça revient souvent. Il y en a, c'est le bus magique, mais c'est parce que c'est des anciens. Ouh, c'était il y a longtemps ça, je Oui. faisais Bob. C'était chanté, dansé. C'est ça, Ah oui, exactement. j'étais là-dedans. Ouais, ouais. Et il y a une nouvelle monture Ça, avec le- des nouvelles images. Les Moumines aussi, on me le dit souvent. Il y a Orange is the New Black Ah oui, qui aussi, vient c'est aussi de vrai. temps en temps. Qu'est-ce que vous connaissiez déjà de Doctor Who lorsqu'on vous a dit que vous aviez obtenu le rôle du Docteur ? Est-ce que vous connaissiez déjà la série ? Pas du tout. Moi, je connaissais pas, sincèrement, mais David Macaluso, qui est toujours le directeur artistique, m'avait expliqué que c'était une série mythique anglaise. J'en savais très peu, mais que c'était une série qui, pour les Anglais, était vraiment une série mythique, prestigieuse, que ça faisait partie de la pop culture. Et je connaissais un tout petit peu parce que les Who, le groupe Les Who, moi je suis un grand amateur de musique, s'inspirait de ça. Il y avait un groupe de musique des années 80 qui s'appelait I Love You Dalek. David a une collection de 35 000 disques vinyles. C'est vrai que t'as pas dit ça, mais Non, je ne l'ai pas dit parce que ça n'a rien à voir, mais c'est vrai. Il y a plein de choses que je dis Il fait pas. des massages donc, aussi.
C'est vrai. C'est une technique de drague. Arrêtez. C'est super chouette. C'est super chouette. J'adore les connaître. Moi, je vais faire la suite de David, puisque j'ai enchaîné avec lui. Et moi, j'avais fait un personnage de Laszlo. C'était un type qui se transformait en cochon. Ça m'étonne pas. Et je ne comprenais rien, parce que je venais juste pour faire ce truc-là. Il n'avait pas grand-chose. Et donc, David me parle de la série. Il me dit c'est un alien qui est dans le corps d'un humain, qui voyage dans une boîte bleue. Enfin, je comprenais que dalle à son truc. Et je vois un peu le côté un peu cheap. Le vecteur un peu de la série, c'est d'avoir gardé ce truc un peu... Artisanal kitsch, presque. artisanal, ouais, des années fin 60, 70, de la création de ce truc. Et c'était assez bizarre, mais voilà, je suis parti de là en me disant, j'ai rien compris ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Et voilà, et donc j'ai découvert aussi cette série dont je ne connaissais pas grand-chose. Et comme tu dis, c'est ça que moi qui m'a plu tout de suite. Quand on m'a dit tu vas passer le casting, j'ai un peu regardé parce que je savais pas du tout. J'ai vu ce côté carton-pâte, quoi, mais qui fait que en fait ça marche parce que c'est bien joué, c'est un bon scénario, et tout d'un coup tu dis mais t'as pas besoin de tous ces effets-là. On le voit, tu prends la carte, il est marqué ce que tu veux dessus. Enfin, il y a une imagination, il y a tout ce qu'il y a derrière, tout cet univers-là. Il était fantastique. Après, j'ai passé le casting alors que Maya Baran, qui était une excellente comédienne, faisait une série déjà avec Jodie Whittaker. Donc, c'était pas du tout dit que j'allais la voir, puisque à la base, elle faisait déjà cette comédienne-là. Est-ce que vous avez ressenti d'une manière ou d'une autre que les gens étaient vraiment attachés à ces personnages ? J'imagine que très rapidement, les gens vous ont associé du coup. Oui, c'est vrai. Il y a eu ça très rapidement et beaucoup d'intérêt. Et pourtant, la série, en tout cas en France, n'avait jamais marché, je pense, jusqu'à cette nouvelle salve avec Eccleston, et je ne sais pas pourquoi ça a marché. Il y a eu très vite des sites de fans. David était en lien avec des fans absolus déjà à ce moment-là. C'était Beans on Toast, Toast, je crois. ouais. Où pendant qu'on enregistrait aussi, on avait des questions parce qu'il y avait des relations entre des personnages dont on ne comprenait pas grand-chose. Donc en direct, il allait sur le forum de ces gens-là presque une mythologie, pour poser des questions. Et il nous disait attention parce que ça, cette référence-là, elle dit ça parce que dans la saison machin, il y a machin qui dit. Et en fait, c'est bourré de trucs comme ça. Si tu sais pas ça à l'adapte, si tu sais pas ça, c'est foutu, tu passes à côté de plein de choses. Et donc, c'était comment arriver à trouver ça, quoi. Je pense que c'est vraiment une force de Doctor Who, de la VF de Doctor Who, de toujours avoir David Macaluso qui fait le directeur artistique, c'est qu'il y a vraiment une cohérence. Franchement, David, c'est quelqu'un... C'est un super directeur d'acteur. Il est très, très, très bien, et il est ultra consciencieux. Il dit toujours, si je ne sais pas quelque chose, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, il se renseigne. Mais ça semble... évident, mais ça ne l'est pas toujours. S'il sent, et il a un bon instinct pour ça, qu'il y a quelque chose qui est pas clair, c'est pas par hasard qu'on le fait comme ça, etc., il va se renseigner. Et ça, c'est quand même... Merci, quoi. Oui, c'est précieux. Et sa grande force dans la direction, je sais pas vous, à l'enregistrement, c'est pas trop grave si on n'est pas complètement dans la bouche, mais il veut que ça sonne... parce qu'il y a différentes techniques en fait, Il y a des directeurs de plateau qui veulent que ce soit vraiment que de la mise en place, vraiment très propre, et que ce soit vraiment bien en début et en fin de phrase, que ce soit bien en bouche. David, lui, il voulait se dire, si je ferme les yeux, je veux pouvoir entendre que c'est un téléfilm francophone. Oui, que ça joue, que ça se réponde, qu'il y ait de la vie... Ça, c'est vraiment très important aussi, quoi. Et si on veut changer des mots, on change des mots. Enfin, tant pis pour l'adapte, alors que il est très consciencieux par rapport à l'adaptation, mais enfin, il y a quand même une liberté. Quand on est dans le rythme, c'est juste. On passe plus de temps à regarder les yeux d'un personnage que sa bouche. Or, ça, c'est un petit défaut en doublage. Parfois, on est trop attentif. Et quel est votre rapport à Doctor Who aujourd'hui ? Est-ce que vous avez continué de suivre un peu l'actu ou pas du tout ? Moi, j'avoue très sincèrement que je n'ai jamais regardé Doctor Who. J'ai jamais été spectateur de Doctor Who. J'ai adoré le faire, mais je n'ai pas regardé. Mais j'ai une fille elle a 22 ans aujourd'hui, donc elle va avoir 7 ou 8 ans, et elle a regardé. Donc de temps en temps, je suivais ou je venais regarder. Mais je ne peux pas dire que j'ai un rapport particulier avec Doctor Who, tout en ayant adoré le faire. Ah, moi j'ai regardé, parce que pour savoir justement cette espèce Regardez d'ambiance. Moi j'ai regardé ce que David m'avait dit, m'avait conseillé d'ailleurs de regarder quelques saisons avant pour savoir de quoi il s'agissait, parce qu'effectivement, comme tu dis, Dalek, machin, il y avait tout un univers que je connaissais pas du tout.
Et c'est une bonne question parce qu'effectivement, pour le coup, c'est vraiment un personnage que j'ai eu des difficultés à lâcher. Comme Jodie Whittaker, je l'ai senti aussi quand la régénération arrivait. Il y a eu une émotion, vraiment sur le plateau, on était tous émus, quoi. Il y avait un truc, c'était difficile de la laisser partir. Quand la première fois j'ai ressenti cette émotion, j'ai dit mais il pourrait garder la même voix, non? Et il l'a gardée. J'aurais dû dire ça, mais je sais pas si ça aurait marché à nouveau. Oui. Quelle était la question? La question c'est est-ce que tu as continué à suivre les docteurs d'actualité? Non, j'avais un gros travail de deuil à faire sur le personnage. Comme tout le monde, après on le voit, même en VO, il y a un tel travail qui est fait, les émotions sont tellement énormes dans ces séries, c'est presque du Shakespeare, tellement les émotions sont fortes, le paradoxe de l'être humain, l'amour de l'être humain, le fait que le docteur est un fan incontesté des humains, de leur complexité, de leur capacité à retourner une situation qu'on pense désespérée. Donc ça nous amène à un tel chamboulement intérieur de vivre quand même ces émotions-là, de les apporter, que quand tout ça s'en va, on le voit, même scénaristiquement parlant, même dans les images qui sont créées en VO, forcément on peut pas passer à côté d'une émotion quand on se dit c'est terminé, on va plus faire ces grandes tirades incroyables, on va plus partager toutes ces aventures, ça fait un petit quelque chose quand même. Mais après j'ai plus suivi... C'est ça quoi. Non. Parce que c'est ça qu'on te demandait, on te demandait... C'était plus... Bah oui, on te demandait juste ça, la logorée verbale. Mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire, effectivement, les logorées verbales du docteur. On est comédiens quand même, hein. C'est surtout notre travail qui nous intéresse. C'est vrai que c'est pour ça aussi que Doctor Who c'est chouette, parce qu'il parlait tout le temps, elle parlait tout le temps. Il y a une logorée verbale permanente, c'est trop gai, c'est permanent, des espèces des ruptures permanentes, c'est trop gai, c'est jouissif pour un comédien. Ouais, c'est vraiment du grand jeu, quoi, pour le coup. Ouais. J'ai l'impression que le métier de comédien de doublage est de plus en plus reconnu dans ce qu'on appelle la culture geek. Bref, vous êtes invité en convention, je sais pas si vous en aviez fait avant. Qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir vraiment ce lien qui se crée vraiment en physique avec les fans, qui doit être très différent en fait de votre lien quand vous êtes en train d'enregistrer. C'est très différent, et ça, comment dire, quand on joue au théâtre, le contact avec le public se fait immédiatement, tandis que quand on est en studio, on joue pour les collègues, pour les gens qui sont... On joue quand même pour quelqu'un, mais on ne voit pas directement le public. Et c'est vrai que des rassemblements comme celui-ci permettent tout d'un coup d'être connectés avec qui sont nos spectateurs, comment ils ont ressenti les choses. Il y a un échange, un dialogue qui est vraiment très, très chouette. C'est important que ça existe, parce que ça permet non seulement au public de rencontrer de visu, de poilus, de voilus, de tout ça, pour de vrai, en chair et en os. Et pour nous, ça nous permet aussi de mesurer l'importance qu'on a envie de perdurer dans notre travail, dans son aspect qualitatif. Parce qu'on sait, en fait, parce qu'on peut être vite déconnecté, on est dans des studios, c'est des cages, il n'y a pas de fenêtres, on va travailler, puis on rentre chez soi, on sait pas l'impact réel que ça a. Donc c'est chouette d'avoir des rencontres comme ça, ça doit se faire plus encore, c'est chouette. Enfin, moi, c'est la première fois que je faisais une convention. Et Marc me disait, mais viens, tu vas voir, les gens te donnent beaucoup d'amour. Et je trouvais ça vraiment ça. C'est comment tout d'un coup il y a un partage. Et comme effectivement nous on en manque clairement en studio. Dans le sens où effectivement on est tout le temps, on fait notre taf mais on sait pas. Et puis quand il y a quelqu'un qui vient vers toi en disant j'ai adoré ce que vous faites, machin, là, et la précision, tu te dis en fait je dois être super précis parce qu'il y a des gens derrière qui sont investis autant que moi. Donc. Alors qu'en studio, comme on joue pour des collègues comédiens, on sent qu'il y a des gens derrière. Moi, j'aurais pas fait comme ça. C'est vrai. Non, parfois, c'est vrai. Moi, j'aurais pas fait comme ça, mais qui sont là, c'est notre taf de tous les jours, c'est notre quotidien, donc on voit pas du tout la chose de la même manière. C'est une blague de comédien. Et que je l'aurais pas fait comme ça. Combien de comédiens faut-il pour changer une ampoule? Il en faut 9. Il en faut un qui change l'ampoule et 8 qui disent « J'aurais pas fait comme ça ». Je vous remercie pour cette interview, c'était passionnant de parler avec vous et très drôle. Désolée. Merci. Allez, ça va. Oui. Oui, mais il n'y a plus de sonnerie. Bon, soit. Ils viennent de commettre leur deuxième erreur et je ne laisserai pas votre nom impuni. Désolé de ce qui vous est arrivé, mais soyez certain que je leur ferai regretter de vous avoir ôté la vie. Oui, nous sommes piégés, et en parlant de piège, celui-ci est une énorme faille, une énorme et colossale faille.
Oui, je parlais d'une faille, d'une énorme faille. On ne vous a jamais dit qu'il y avait une entité qu'il ne fallait jamais piéger. Si vous êtes intelligent, si vous continuez à vivre avec une importance pour vous, si demain vous voulez voir le jour se lever, il y a une entité à ne jamais piéger. Jamais.